Gatineau, c'est la quatrième ville du Québec, située en face d'Ottawa, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est elle qui déborde par surprise en 2017 et fait 4000 sinistrés. Dans les mois qui suivent, une tornade détruit ou endommage 2400 logements. Trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années s'abattent sur la ville, qui subit aussi des canicules, des épisodes de gel-dégel et de nouvelles inondations en 2019 et 2023. Gatineau, c'est un territoire sentinelle qui tente de nous avertir de ce qui va nous arriver par la voix de son ancien maire, Maxime Pedneau-Jobin, élu de 2013 à 2021. Il a décidé de ne pas se représenter à l'issue de ce second mandat et témoigne désormais de son expérience au cœur des impacts du bouleversement climatique. En temps de crise, le maire doit apprendre à accueillir la souffrance tout en inspirant la confiance. Mais son rôle ne s'arrête pas avec la fin de la phase aiguë. Quand les médias sont partis et que les sirènes se taisent enfin, il y a un territoire à reconstruire. Il faut aussi tirer les leçons du choc et se préparer pour la suite. À Gatineau, on ne part pas de rien. Avant les inondations de 2017, la ville avait déjà une culture de sécurité civile, des équipements et une bonne préparation. Mais la catastrophe n'avait pourtant pas été anticipée. Il faut donc désormais construire la résilience du territoire. La résilience, c'est bien sûr s'adapter aux risques connus. Mais c'est aussi devenir adaptable à ceux qu'on ne peut pas imaginer. Elle ne passe pas uniquement par l'anticipation des catastrophes ou l'adaptation des infrastructures urbaines. Financement des associations, création de lieux, tout ça participe à la construction d'infrastructures sociales de résilience. La conversation à engager avec la population porte donc sur la gestion des crises, la préparation et aussi l'adaptation de nos villes et de nos modes de vie. Elle sera sans doute plus aisée à mener à l'échelon local, plutôt qu'avec un gouvernement distant et qui a du mal à sortir des débats partisans. Convenons avec Maxime Pedneau-Jobin qu'il a bien mérité de passer le relais après 2 mandats. Aujourd'hui, il continue de prendre la parole, non plus en tant qu'élu, mais comme sentinelle. On va donc l'écouter et vous pourrez aussi le lire avec son dernier ouvrage qui s'intitule « Libérer les villes » pour une réforme du monde municipal qui vient tout juste de sortir. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Déjà, avant de commencer, la chose la plus difficile pour moi, prononcez votre nom. Pedneau. Pedneau-Jobin. Oui. Ok, je vais y arriver. Je vous promets rien, mais normalement j'y arrive. Hop. Maxime Pedneau-Jobin, bonjour. Bonjour. Maxime, vous avez été élu maire de Gatineau en 2013, puis réélu en 2017. Alors, c'est 2 mandats qui n'ont pas vraiment été de tout repos. Les premières vagues d'inondations en 2017, puis 2019, une tornade en 2018, la multiplication de pluies diluviennes. On bat des records sur cette période-là, des canicules, des épisodes de gel-dégel, à tel point qu'on peut qualifier Gatineau de territoire sentinelle du bouleversement climatique.
Mais peut-être que pour commencer, on pourrait déjà planter le décor. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la ville de Gatineau, au Québec, et puis nous raconter aussi ces événements? Gatineau, c'est la 4e ville en importance en population au Québec. Et on a 300 000 citoyens. Donc, c'est une ville, au Canada, je pense qu'on est la 17e ou la 18e ville en importance. C'est une ville qui est située à l'extrémité ouest du Québec et on est en face d'Ottawa, la capitale fédérale. Donc, entre les deux villes, il y a la rivière des Outaouais. Donc, on est dans la même région métropolitaine que la capitale fédérale. Et c'est pas innocent, cette vaste rivière-là qui nous sépare parce que c'est elle qui a débordé en 2017 et de nouveau en 2019 et de nouveau cette année en 2023, mais là, j'étais plus en poste. Et entre les deux inondations de 17 et 19, il y a eu la tornade de 2018 et comme vous l'avez dit, il y a eu différents épisodes de pluie diluvienne. Ça s'invente pas. Entre la première inondation et la tornade, on a eu 3 des 5 pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Donc, je sais pas si on dit territoire sentinelle ou nous, on s'appelait la capitale des changements climatiques en Amérique du Nord parce que c'était catastrophe après catastrophe. Et ça a été extrêmement difficile parce que, et là, vous m'arrêterez parce que je peux parler très longtemps. Mais on est là pour ça. Parce qu'on n'était pas prêt à ça. En fait, on n'est pas prêt à l'improbable. Si ça avait été un film, ça aurait été un très mauvais film dont le scénario n'aurait pas été crédible parce que ça a été chaque année. On est passé d'une crise à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'était vraiment... c'est des milliers de sinistrés. Là. Dans la première inondation, c'était aux alentours de 4000 sinistrés. Sur une ville de 300 000 habitants, c'est quand même des quartiers importants qui sont touchés. La tornade entre les deux inondations a démoli presque 1500 unités de logement, démolies en tout ou en partie. Là, c'est assez miraculeux parce qu'il n'y a pas eu de décès, mais des rues détruites au complet. Là. Vraiment, on a été chanceux dans notre malchance parce qu'il n'y a pas eu de décès. Et chaque fois, c'est la ville qui est au front. Moi, il y a une statistique que j'aime beaucoup. Je m'en serais passé, mais maintenant que c'est fait, c'est que l'armée a dû intervenir au moment des inondations de 2017 pour donner un coup de main à différentes villes qui étaient touchées, au premier chef Gatineau. Et il y a 70 militaires qui sont arrivés à Gatineau. On en était très contents. Mais nous, on avait 900 employés à temps plein qui étaient déjà là depuis plusieurs jours et qui sont restés au front, qui sont restés des semaines, sinon des mois après le départ de l'armée. Fait que dans toutes ces crises-là, c'est la ville qui est au front, c'est la municipalité qui est au front. Alors la municipalité, des équipes, au-delà de l'État, de l'État fédéral notamment, mais quel est le rôle de l'élu local? Quand vous dites on n'était pas préparé, mais vous, comment est-ce qu'on affronte la première crise, la succession des crises? Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ça? Et puis derrière, capitale du réchauffement climatique, vous avez conscience de l'importance de tout ça à l'époque? Non, quand les inondations ont commencé en 17, on n'avait pas conscience d'où on s'en allait. C'est ça qui est un peu effrayant, c'est que l'eau montait. On faisait des scénarios, même avec de la cartographie, pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe, où ça va arrêter, qui va être atteint. Fait qu'on n'était pas... on n'avait pas prévu ce genre de catastrophe-là. Là où on avait une très grande chance, Gatineau, c'est qu'on avait une culture de sécurité civile. Je vais arriver au rôle de l'élu, mais donc, une fois par année, la haute direction disparaissait, il allait faire des simulations dans notre centre de mesures d'urgence, il inventait des crises, puis il faisait des simulations qui, pour bien des gens, apparaissaient inutiles parce qu'on se disait, ça arrivera jamais, il serait mieux d'être en train de travailler, là. Mais on avait cette culture-là à Gatineau où on se préparait. On a fait des achats qui ont été très contestés à l'époque. Par exemple, on a installé un centre de mesures d'urgence au-dessus d'une caserne de pompiers. Ça, c'est une immense salle vide, c'est-à-dire inoccupée à l'année.
mais il y a des tables, des chaises, des écrans de télévision, des cubicules pour les différentes missions. Puis c'est là où on se retrouve quand le malheur frappe. Et ça, ben, c'est 1 million, 1,5 million de dollars, jamais utilisé. Donc, les médias disent, ben là, c'est beaucoup d'argent, puis vous en servez jamais, mais on s'en est servi beaucoup à partir de 2017. Donc, on avait cette culture-là. Mais quand le malheur frappe ou quand la catastrophe arrive, c'est assez difficile pour l'élu local parce que, ben, en particulier le maire ou la mairesse, parce qu'on devient le chef des opérations en quelque sorte. Et là, il y a une grande nuance, c'est qu'ultimement, le maire est responsable de ce qui se passe. Si la ville réagit bien, c'est grâce à lui. Si elle réagit mal, c'est à cause de lui. C'est lui qui porte la responsabilité, mais sans évidemment être le principal acteur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité civile, je ne suis pas un spécialiste de gestion des inondations. Mais mon travail premier, ma responsabilité première, c'est de s'occuper de mon monde, c'est de s'occuper de ma population. Donc, le rôle de l'élu local est assez central. Entre autres parce et c'est ça qui fait la force des villes dans la gestion de crise, c'est que nous, on a une connaissance fine à la fois du territoire, mais aussi des acteurs du territoire. Donc, s'il y a des sinistrés qui manquent de nourriture, ben nous, on connaît... ça s'appelle Moisson Outaouais, mais on connaît l'organisme communautaire qui est capable d'offrir rapidement des services de nourriture. On connaît les organismes logements qui peuvent aider les gens à se replacer au moment de la crise. On connaît l'ensemble des partenaires sur le terrain. C'est pour ça que l'élu local est au cœur de tout ça, parce qu'on a une capacité d'action que les autres paliers de gouvernement n'ont pas, certainement pas le gouvernement fédéral, qui est assez loin de la réalité, et pas non plus le gouvernement du Québec. Ça donne un rôle vraiment extrêmement important à l'élu local, puis d'autant plus que à la fin de la crise, quand les médias sont partis, quand c'est plus tellement spectaculaire, quand il se passe plus grand-chose, ben le maire est encore là, la ville est encore là, et heureusement, parce que la crise se termine pas après la partie aiguë. La crise se termine des fois des années après, parce qu'il y a un territoire à reconstruire. Fait que l'élu local vraiment est au cœur de ça. Qu'est-ce qu'on apprend justement? Qu'est-ce que vous avez appris à titre personnel sur la question de la gestion de la crise quand elle a lieu, j'ai envie de dire, à ces moments-là, passer les premiers chocs, on est mis dans une situation bien particulière. Oui, il y a des professionnels autour, mais quoi qu'il en soit, des responsabilités importantes et puis des regards tournés vers vous. Hein, c'est aussi le moment où l'élu local devient souvent un référent, en tout cas quand il n'est pas absent, et quand il est engagé, et c'est sans doute important. Qu'est-ce que, quelque part dans les rouages de la gestion de crise, vous en tout cas vous avez appris de ces moments? J'ai appris énormément de choses. J'ai appris, c'est parce que ça nous transforme nous-mêmes, là. On ne s'attend pas à être projeté à l'avant-scène comme ça. J'ai appris à accueillir la souffrance humaine. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est beaucoup de gens qui souffrent. C'est beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Des gens qui disent Monsieur le maire, aidez-moi. Et des fois, on est impuissant. Des fois, moi, je me rappelle, c'est une anecdote, mais c'est une dame qui disait, elle disait, moi, j'ai quitté mon appartement avec ma sacoche, avec un sac. Je veux y retourner parce que je perds tout. Je perds la photo de mes parents, je perds mes biens. Puis c'était une femme modeste. Là. C'était pas évidemment souvent le malheur frappe dans un quartier pauvre. Ben nous, c'est un quartier pauvre. Et cette dame-là voulait qu'on lui donne accès à son édifice juste pour aller chercher, elle dit juste quelques objets, quelques souvenirs, mais l'édifice menaçait de s'écrouler. Fait que moi, je suis interpellé le chef des pompiers, puis j'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut, avec une échelle, je sais pas, mais permettre à la dame d'aller chercher ne serait-ce que la photo de ses parents? Ben, la réponse est non, parce qu'on mettait la vie des pompiers en danger, puis ben ça, c'est difficile à accumuler semaine après semaine, parce que c'est une anecdote, mais il y en a des dizaines de gens qui se fait que ça, le premier apprentissage, c'est d'essayer de gérer ça, de gérer soi-même, d'envoyer deux messages en même temps qui sont contradictoires, parce que le maire, c'est le chef. Donc, le chef ne doit pas être faible.
il doit inspirer la force, inspirer la confiance, dire, écoutez, votre ville s'occupe de vous. Mais en même temps, il doit être empathique, des fois presque pleurer avec les gens, là, se faire des moments plus intimes où on s'encourage les uns les autres, puis on partage la peine. Mais ça, c'est dur parce que c'est deux messages complètement qui ne devraient pas être distincts, là, mais dans le monde d'aujourd'hui, ils le sont. Un homme fort qui pleure, c'est deux messages différents, alors que comme élu local, on est confronté à ça, inspirer la force, mais en même temps, la compréhension de ce que les gens vivent, puis de l'empathie, faire preuve d'énormément d'empathie pour ne pas avoir l'air déconnecté de toute cette souffrance-là. Peut-être qu'on a besoin de ça dans les crises, mais peut-être à l'avenir aussi dans les transitions, de cette double posture finalement d'élu référent qui rassure. Oui, moi je pense qu'on doit arriver dans un monde où on n'est pas ou bien fort ou bien faible, là, mais c'est difficile parce qu'il y a aussi le prisme des médias pour un élu. On est jugé constamment, on est une défaillance ou une imperfection va prendre des proportions immenses. Et là, je parle des médias traditionnels. Si on ajoute dans les choses apprises dans les crises, là, mais l'impact des médias sociaux, ça, c'est de l'huile sur le feu, mais en quantité extraordinaire. Là. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une rumeur, dès qu'il y a une imprécision, une fausse nouvelle, il faut gérer les médias sociaux. Puis ça aussi, la ville était pas prête. Et nous, je me rappelle que le directeur des communications disait, on a fait un tweet, on a fait un statut Facebook sur notre Facebook à nous. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait déjà un groupe de citoyens sur Facebook qui était organisé en disant, c'était le site des victimes des inondations. C'était là où il fallait aller. Là, il était là par milliers. Là. C'était à cet endroit-là que ça se passait, mais notre service des communications n'était pas conçu en fonction d'aller sur le site des médias traditionnels, corriger des choses, sur certains médias sociaux, même de citoyens, des citoyens d'influence. Là, il faut aller leur dire, non, je peux vous dire que c'est inexact. La bataille de communication n'est plus la même aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans. Ça, c'est un immense apprentissage, la partie de communication dans la crise. Alors, la crise, mais finalement, la crise nous apprend qu'on ne savait pas. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, on n'était pas préparé, mais finalement aussi, ça fait des décennies qu'on gère les risques urbains, qu'on sait modéliser, des inondations, on a des crues de référence, on a des crues centenales. Alors vous en 2 ans, hein, vous faites 2 crues centenales, ce qui pose problème sur la définition, mais qui montre simplement qu'il y a quelque part une grille de lecture, une forme d'occurrence qui est complètement bouleversée par le réchauffement climatique. On sait désormais qu'on ne sait plus, qu'on ne peut plus anticiper. Comment on peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut avoir des stratégies de territoire, au-delà de la gestion de crise, au-delà d'encaisser, de mieux encaisser les coûts, etc., de préparer cette salle qui ne doit servir à rien, mais qui finalement sert trop souvent. Comment est-ce qu'on peut encore faire de la planification urbaine, finalement avoir un projet politique à partir du moment où on vient accumuler les aléas finalement de ce type-là? Il faut qu'un concept dont on parlait peu avant devienne une obsession, c'est la résilience. C'est la capacité de s'adapter à peu près à n'importe quoi. Je vais donner un exemple où on a eu des pluies diluviennes, 3 des 5 pires pluies diluviennes des 100 dernières années, entre 17 et 18. Je me retrouve dans une salle avec une cinquantaine de citoyens et de citoyennes en colère parce qu'ils disent nos sous-sols ont été inondés, les caves ont été inondées, on a perdu des choses, on a perdu des souvenirs, on a perdu des biens, la fondation de notre maison est attaquée parce que la ville n'a pas fait son travail. Et là, nous, on dit non. Les normes ont été respectées dans la construction de la rue. Les normes ont été respectées dans la construction de la tuyauterie. Les liens entre la maison et la rue sont aux normes.
il n'y a pas de problème. Et là, eux, ils lèvent la main en disant, mais il y a un problème, il y a de l'eau partout dans mon sous-sol. Tu sais, moi, je perds des milliers de dollars. On dit, oui, mais c'est de la faute de personne. Nos assurances disent, on ne paye pas, tout est aux normes. Ça n'a pas de sens parce que les normes n'ont plus de sens. Fait que quand je dis construire la résilience, c'est vraiment de se faire une vision d'avenir où on s'équipe, que ce soit par une protection absolue des terres humides, d'enlever les endroits qui sont imperméables, de désasphalter. Ça prend des outils de ce type-là pour être capable de faire face à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Parce que répondre aux citoyens que la rue est aux normes et qu'il n'y a pas de problème, là, c'est pas tellement gagnant parce que ils ont perdu des fortunes, ces citoyens-là. Donc, il faut penser la ville autrement qu'avec des normes qui, avec les changements climatiques, ont plus sens. Comment on arrive à... ça change quand même pas mal l'exercice démocratique. On avait l'habitude d'être élu sur un programme avec des ambitions, à montrer un futur, quelque part. Ouais. Ensuite, élu, on fait des plans d'aménagement, on a des scénarios de croissance. On choisit un scénario, on se choisit un futur. Hein. Ça vient bouleverser beaucoup de choses, que ce soit l'exercice démocratique, mais aussi la planification urbaine. Comment vous envisagez aujourd'hui ça? Est-ce qu'on peut encore envisager d'ailleurs cet exercice de la même façon? Pas de la même façon parce qu'il y a tellement d'imprévisibles, il y a tellement d'imprévus que, par exemple, je parlais de résilience, il y a dans la façon de concevoir l'aménagement du territoire, mais il y a aussi, par exemple, dans l'action des villes pour consolider la société civile, pour qu'elle aussi fasse partie de la résilience de la ville. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on peut faire confiance aux citoyens. Ils sont capables de se mobiliser, ils sont capables d'apporter des solutions, ils sont capables de sauver la maison de leurs voisins. Ils sont une force de frappe extraordinaire. Nous, on riait parce que l'armée, on a mobilisé les citoyens pour qu'ils fassent des sacs de sable dans les inondations. Et la capacité de production de sacs de sable des citoyens est extraordinaire. L'armée était jalouse de voir à quel point on était capable de produire des sacs dans un après-midi parce qu'on était des milliers à travailler. On a ouvert des arénas, là, des patinoires, et puis les gens venaient là faire des sacs. Fait que consolider la société civile, pour moi, ça doit faire partie du projet politique. Les associations de quartier doivent être financées, doivent avoir des outils pour se mobiliser quand vient le temps, quand la crise frappe. Il y a aussi un changement qui est d'un autre ordre complètement, mais les villes défendent beaucoup, tout le monde au Québec, leur autonomie, leur capacité d'aménager le territoire, notamment en fonction de leur réalité et de leur identité locale. Mais l'eau reconnaît pas la frontière municipale. Les niveaux de juridiction, l'environnement en est pas tellement conscient. Donc, il faut abandonner une partie de l'autonomie au national, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on ne peut plus ne pas respecter parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont fait de l'étalement urbain, qui ont détruit des milieux humides, qui ont enlevé des espaces où l'eau serait allée normalement. Ces espaces-là ayant disparu, l'eau est allée dans la ville. Donc, il faut accepter une certaine perte d'autonomie locale pour certains enjeux. Moi, je suis un grand défenseur de l'autonomie locale, mais si mon voisin détruit l'environnement, c'est mes gens, moi, qui vont être inondés. Si l'eau n'a plus d'espace où aller parce que sur 100 km en amont de Gatineau, on a détruit les espaces de liberté pour l'eau. Donc, dans le projet, il faut tenir compte de ça aussi. Puis ça change assez fondamentalement notre approche parce que l'une de nos grandes batailles, c'était l'autonomie municipale. Avec les changements climatiques, il y a un bout, l'autonomie est peut-être un problème, pas une solution. Oui, la commune n'est pas nécessairement à la bonne échelle, ou en tout cas, elle n'est pas à l'échelle du problème. Donc, changer d'échelle ou collaborer. Rentrer dans des formes de dialogue très, très concrets, peut-être en suivant le fil de l'eau. Mais on retrouve finalement la géographie qui s'impose.
qui s'impose et qui surprend. J'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'on continue un petit peu sur ce que j'appelle les infrastructures sociales de résilience, parce que finalement, on sait assez bien dire ce qu'il faut construire ou ce qu'il faut détruire en termes d'infrastructures et notamment végétaliser, rendre les sols perméables, etc., etc. C'est pas facile à faire. C'est déjà un chantier absolument immense. Mais entre deux territoires, celui où finalement chacun se débrouille et celui où les solidarités font que en cas de canicule, on va taper chez le voisin. Il y a toute la différence entre les territoires qui vont passer correctement la crise et ceux qui vont extrêmement mal la vivre. Comment est-ce que... Et c'est sans doute, une fois de plus, là, pour le coup, l'échelle hyper locale qui est importante. Comment on arrive à revenir sur ces questions-là ? Je dis revenir parce que quelque part, on a... dans bien des lieux, quelque part abandonné aussi ces fonctions-là, parce qu'elles coûtent cher, parce qu'elles sont peut-être moins visibles, parce que aussi les mouvements communautaires ou associatifs ont eu des époques, des passages de générations. Comment est-ce qu'on arrive à créer ces infrastructures sociales de résilience ? Mais d'abord, il faut reconnaître que les citoyens d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi instruits, jamais été aussi outillés pour communiquer, c'est ça, instruits. Donc, ils sont capables ils ont des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Je vais donner un exemple, là, les exemples sont toujours imparfaits, mais nous, on se préparait comme ville à vendre un terrain qu'on trouvait excédentaire. La ville n'avait pas d'utilisation pour le terrain. Des citoyens se sont mobilisés en disant non, c'est un terrain qui est stratégique. Bon, dans l'organisation citoyenne qui nous disait de ne pas vendre le terrain, il y avait des biologistes, un archéologue qui nous parlait de traces d'occupation autochtone à cet endroit-là. Ils étaient extraordinaires. Donc, il y avait une connaissance du terrain qui était en fait plus fine que celle de nos fonctionnaires. Parce que nos fonctionnaires ont regardé ça à partir du point de vue de l'utilité de la ville. Bon, c'est pas un bon endroit pour le loisir, développement immobilier peut-être, donc on vend au privé, puis le privé fera ce qu'il veut. Donc, consolider la société civile dans ce cas-là, c'est d'avoir des associations de quartier qui ont des outils, qui ont des moyens. Par exemple, si une ville est transparente, dans ce cas-là, c'est l'association citoyenne qui a vu, lors de la rencontre de l'exécutif de la ville, dont l'exécutif, c'est un certain nombre d'élus qui entre les conseils municipaux, gèrent la ville, parce que les rencontres d'exécutifs étaient publiques, les gens ont vu l'ordre du jour, ont vu les documents, mais on dit comme vous êtes en train de vendre un terrain. Donc, la transparence leur a permis d'être au courant qu'il y avait ça qui allait se produire. Donc, la transparence, pour moi, c'est un outil de résilience parce qu'on a plus de gens autour de nous qui sont capables de nous avertir si on fait des erreurs, souligner nos bons coups, etc. La vie démocratique est plus saine quand il y a cette transparence-là. C'était aussi une association qui avait des moyens, donc financée un peu par la ville, un certain financement de base. Moi, je trouve que ça, c'est une avenue qui est intéressante parce que, on dit 2 têtes valent mieux qu'une, mais 300 000 têtes valent mieux que 19 au conseil aussi. Donc, il y a des moyens, selon moi, de consolider la société civile parce qu'ils sont déjà là, sont déjà mobilisés. Il y a déjà des gens qui ont le goût de contribuer, qui ont des moyens de contribuer, qui ont des compétences. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle l'expertise d'usage. C'est qu'un citoyen, une personne connaît mieux sa rue que le citoyen qui l'habite. Donc, pour une ville, d'aller vers les citoyens puis d'aller chercher ces connaissances-là, d'en faire profiter quand vient le temps de faire des choix collectifs, c'est une façon d'être résilient parce qu'après ça, quand on a des décisions difficiles à prendre, pas seulement quand la crise frappe, mais quand on a des décisions difficiles à prendre pour pas avoir de crise, souvent les citoyens ont des solutions qui sont intéressantes. Et se pose aussi cette question de...
se pose aussi cette question de mobilisation des citoyens pour, non pas que pour la résilience, mais quelque part pour les transitions. Le terme est moins marqué au Québec qu'en France, mais on est bien là sur des changements de comportement, que ce soit des individus, des organisations, des entreprises, qui sont structurants et qui permettent simplement d'être à la hauteur par rapport aux enjeux climatiques notamment, mais on voit qu'ils peuvent s'enchaîner extrêmement rapidement. Et là, une fois de plus, quelque part, la même question, c'est quoi le nouveau rôle d'une collectivité locale, d'une commune, d'une ville de 300 000 habitants comme Gatineau, dans l'organisation de ces transformations, de ces changements de pratiques? Moi, je pense qu'on a une capacité de communiquer qui est plus grande que les gouvernements nationaux, parce que c'est plus facile de convaincre. Nous, on était très fiers, on est devenu la meilleure ville vélo au Canada. On était la ville la plus conviviale pour les vélos. Ça se fait pas tout seul. Ça. Il y a un dialogue constant avec la communauté. Il y a un dialogue avec les gens qui acceptent pas qu'on mette une piste cyclable puis qu'on enlève une partie, qu'on réduise la largeur de la rue. Moi, combien de fois je me suis dit, je me suis fait dire, on avait des belles grandes rues, vous les avez toutes détruites. Oui, mais il y a moins d'asphalte, il y a plus d'herbe, il y a des vélos, il y a plus de gens en santé. On a gagné à tous égards, mais les gens ne reconnaissent pas nécessairement. Mais ce dialogue-là est possible au niveau local. Puis pour moi, les communautés, les villes, en fait, les autres paliers de gouvernement devraient s'appuyer sur les villes pour que ce dialogue-là ait lieu. Moi, je vais assez loin. Par exemple, en immigration, les immigrants n'arrivent pas au Canada ou au Québec, ils arrivent dans un quartier, ils arrivent dans une rue. Donc, le dialogue pour favoriser un mieux vivre ensemble, c'est la ville qui peut le faire, même si la ville, au sens strict, n'a aucune espèce de pouvoir ou de responsabilité en matière d'immigration. Mais c'est chez nous que ça se passe. Fait que je pense que ça, c'est un des grands rôles qui va s'affirmer avec le temps. La capacité de dialoguer, faire de l'aménagement du territoire, les autres paliers de gouvernement peuvent nous imposer des choses, mais c'est vraiment le plus intéressant si les citoyens y adhèrent, si les citoyens sont prêts à faire, non pas des sacrifices, mais des choix courageux. Et ce dialogue-là, c'est au niveau local qui se passe. Qui est possible, en fait. À certains égards, je pense que c'est même pas possible à d'autres niveaux parce que c'est souvent polarisé. C'est la droite qui affronte la gauche, les bons, les méchants. C'est plus polarisé, alors qu'au niveau local, c'est des voisins qui se parlent. Oui, c'est peut-être. Alors, ce qui peut être assez polarisé, notamment si on parle de parking, mais en France comme au Québec, mais oui, c'est pas simplement l'échelle où on peut se parler parce qu'on est proche, mais ça change aussi la nature de l'échange finalement et la façon dont on se parle. Alors, du dialogue, vous en avez sans doute eu beaucoup pendant ces 2 mandats agités. Et vous avez décidé de ne pas vous représenter en 2021. Alors, rien que ça pourrait justifier le fait qu'on se parle. Vous avez fait 2 mandats et vous avez arrêté. Vous êtes loin d'avoir 80 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi, puisque vous faites peut-être depuis, et en quoi aussi ça peut donner des idées pour rafraîchir le dialogue démocratique? Ça a été une décision très difficile. Moi, j'ai été conseiller municipal pendant 4 ans, maire pendant 8 ans, donc 12 ans au conseil municipal. Et je ne cacherai pas que le fait d'avoir eu des 5 crises en 5 ans, là, ça n'a vraiment pas arrêté. C'est un peu comme si j'avais fait 3 mandats, puis pas 2. Parce que, ça vaut un 3e. Oui. Là, c'est un 3e gratuit. Et pendant tout ce temps-là, j'étais minoritaire. Donc, la vie politique n'était pas simple non plus. Là. Même sans les crises, ça n'aurait pas été très, très facile. Parce que j'étais arrivé un peu au bout de ce que j'étais capable de contribuer. Là. Comme on dit, ma banque de patience était vide. Là. Il y a des choses où j'avais de la difficulté à... Il y a une partie de la fonction de maire que j'avais plus la patience d'assumer. Là.
Et je pense que c'est aussi sain là, de quitter après, parce que 8 ans quand même, si j'ai pas eu le temps d'appliquer mon programme, peut-être à quelqu'un d'autre de l'essayer. 8 ans, c'est une longue période. En fait, c'est 12 parce que j'avais commencé à travailler beaucoup comme conseiller municipal. Moi, j'ai adoré toute ma vie politique, mais puis ça, s'il y a des élus locaux qui écoutent, il faut s'écouter soi-même. Moi, je me suis aperçu à un moment donné qu'il y a des choses que je n'étais plus capable de tolérer. Il y a des sujets dont je voulais plus parler parce que la difficulté du municipal, c'est qu'on parle de très petites choses et de très grandes choses. Ça va de développement social à l'impact de la culture, à nid de poule, d'eau d'âne, gestion des déchets, vraiment le stationnement, des guerres de stationnement, j'en avais assez eu, là, ça m'intéressait moins. Et quand on n'est pas prêt à faire l'ensemble, d'assumer l'ensemble de la fonction du maire, c'est peut-être le temps de partir. Fait que je me suis arrêté puis je me suis dit que mon temps était arrivé. Alors, votre temps était arrivé, en tout cas, de faire autre chose, hein, sans doute. Armé de cette expérience aussi, vous n'avez pas non plus arrêté de prendre la parole aujourd'hui? Non, je le fais beaucoup, puis ça, j'apprécie. En fait, ce qui est un peu triste en politique, c'est qu'on manque de temps pour penser, pour réfléchir. Si on n'a pas réfléchi avant, c'est un peu un problème parce que pendant, on est dans l'action, puis c'est assez rare d'avoir le temps de prendre un peu de recul, puis de porter un regard un peu détaché sur ce on est trop dans l'action. Et là, moi, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi maintenant. Là, j'écris beaucoup, je réfléchis, je suis chroniqueur à La Presse, là, qui est en fait le plus grand quotidien au Québec. Là. Je produis 2 textes par semaine. Ça, j'adore ça parce que je suis dans ma maison. Vous voyez ma bibliothèque derrière moi. Je suis dans ma maison, j'ai le temps de réfléchir. J'ai écrit une première version, je consulte des gens. J'adore ça. Je prépare un livre qui va être publié cet automne parce que vous l'avez dit, c'est de l'expérience qu'on acquiert qui est précieuse. Là. Puis vraiment, on fait des erreurs, on fait des bons coups, mais on acquiert énormément d'expérience. Puis je trouvais ça intéressant de la transmettre. D'ailleurs, je donne des conférences aussi. Là, j'ai des appels un peu partout au Québec pour parler du monde municipal qui se transforme. Puis je dirais que ça me fait du bien parce que il y a un poète de chez nous qui disait il faut que le sang versé serve à quelque chose. puis l'expérience acquise, parfois difficilement, notamment dans les crises, c'est intéressant qu'elle soit utile. Il y a des conférences que je donne où des fois j'ai l'impression pas de rendre service, mais de rendre justice aux sinistrés. Ouais. En transmettant, en parlant des erreurs qu'on a fait, des bons coups qu'on a fait, puis en m'assurant qu'il y ait le plus d'élus locaux au Québec qui soient au courant du risque, qui soient au courant des outils à notre disposition ou qu'on doit se donner pour y faire face. Donc, je continue à être présent dans l'espace public, mais d'une autre façon, puis c'est vraiment, moi j'adore ça, là, je vis une très belle période. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux élus locaux de tous bords, du Québec et d'ailleurs, pour naviguer dans ces eaux troubles pendant les 30 turbulentes qui sont devant nous? Ça va avoir l'air d'un cliché, mais il faut parler aux gens. Il faut être près des gens. Il faut échanger avec la communauté. Moi, j'ai vu des gens faire des miracles pendant les crises pour aider leurs voisins, dépenser de l'argent, prêter de la machinerie, des gens d'affaires qui prêtaient leur machinerie à des gens qui connaissaient même pas. Il y a une générosité extraordinaire. Je pense aussi que toutes les décisions qu'on prend sont meilleures si on a parlé aux gens sur le terrain, à ceux qui vont vivre avec la discussion, avec la décision, à nos propres employés qui vont l'appliquer, puis des fois connaissent la mécanique bien mieux que leur propre patron. Donc, parler aux gens sur le terrain, parler aux citoyens constamment. Il faut faire du temps à l'agenda. Puis c'est pas aller serrer des mains pour gagner des élections. Là. C'est vraiment échanger sur où est-ce que s'en va la ville, où elle devrait aller. Je finis avec une anecdote, mais on a fait une consultation publique de gens de vélo. Là. On faisait des farces parce que
c'est le plan directeur vélo, donc le plan d'investissement des 4 prochaines années de la ville de Gatineau en matière de vélo. On faisait des farces parce que ça sentait la transpiration dans la salle où la consultation avait lieu parce que tout le monde était venu en vélo. C'était des vrais, là. Bon, ben notre plan directeur s'est amélioré d'une façon extraordinaire parce qu'on avait des experts d'usage qui venaient nous dire non, telle priorité, c'est pas la bonne. C'est à tel endroit où on a un problème, c'est à tel autre endroit où c'est dangereux. Les familles sont à tel endroit, elles sont pas à tel autre. Donc, déplacer un peu d'argent. Et donc, parler aux gens, en général, là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'on prend des meilleures décisions. Et dans la gestion de crise en particulier, c'est ce qui fait qu'on est capable d'exprimer la douleur des gens, de les rassurer en parlant des mesures qu'on va prendre qui rejoignent leurs craintes. Cette proximité avec les citoyens, là, c'est ce qu'on a de plus précieux, puis c'est ce qui nous rend efficaces et compétents dans notre rôle d'élus locaux. Et c'est sans doute ce qui rend la fonction, la responsabilité passionnante. Peut-être pour finir, est-ce que pour les auditeurs, vous avez en tête une référence de livre ou autre à conseiller? Alors, on parlera évidemment et on mettra les références de votre ouvrage qui sort très prochainement. Mais si on doit lire autre chose, qu'est-ce que ce serait? Moi, je conseille de lire beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu sur ce que des anciens maires avaient écrit. Il y a l'ancien maire de Sherbrooke, il y a l'ancien maire de Québec. Jean-Paul Lallier a écrit sur le monde municipal. Fait que ça dépend de ce qui s'applique chez vous, mais lire des expériences précédentes. Moi, j'ai écrit un petit livre sur la participation citoyenne, l'expérience de Gatineau. C'est des exemples d'implication citoyenne qui ont transformé qui ont transformé Gatineau, qui ont transformé la région. Pour moi, c'est utile de voir les expériences qui se font ailleurs. Fait que je sais pas s'il y a un livre en particulier, mais vraiment le lire sur le monde municipal. Puis, c'est une de mes motivations d'en écrire un nouveau, c'est qu'il y en existe assez peu des livres qui parlent de l'action locale, l'action communautaire, l'action sur le terrain. Alors, le peu qui existe, c'est important d'aller le chercher et de s'en inspirer. Maxime Pedneau-Jobin, merci beaucoup pour cette conversation. On va lire et on mettra l'ensemble des références de vos ouvrages, donc celui déjà publié et le futur, mais aussi les liens vers vos éditos. Et puis, on ne manquera pas de revenir vers vous pour continuer d'échanger là-dessus, sur ce monde municipal, comme on le dit au Québec, ce monde des collectivités locales qui changent dans un monde qui change aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.